est 18h30. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 25 mars. La grève est effective dans les agences de la Banque de Polynésie. 80% du personnel a cessé toute activité ce matin. Un conflit social pour protester contre un projet de restructuration vers la Nouvelle-Calédonie. Nous ferons le point sur la situation au début de ce journal. La création d'un Sciences Po Pacifique est en bonne voie. Ce nouveau cursus des instituts d'études politiques est en préparation depuis un an. Une initiative conjointe des universités de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. Les détails dans un instant. Comment faire face au vieillissement croissant de la population? Les acteurs du pays se sont emparés du sujet au travers des assises de la vieillesse. 2 jours de réflexion ont été menés pour établir une feuille de route. Parmi les acteurs de ces assises, le docteur Lauriane Dos Santos, sociologue à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique. Elle est notre invitée ce soir. Et puis si vous êtes à table, les élèves du lycée hôtelier vous donneront sans doute l'eau à la bouche. 2 équipes se sont affrontées aujourd'hui lors du 2e concours des jeunes talents Escoffier. À la clé, une place à la finale Asie-Pacifique. Les agences de la Banque de Polynésie fermées jusqu'à nouvel ordre. Le personnel proteste contre la restructuration décidée par la maison mère, la Société Générale. L'ultime rencontre avec la direction qui a eu lieu hier soir n'a pas permis de trouver une issue au conflit. Un conflit qui inquiète les usagers. Le point sur la situation avec Sam Teinaori. On leur a demandé non pas d'annuler cette réorganisation, mais tout simplement de la suspendre pour que nos collègues de Nouvelle-Calédonie puissent revenir à de meilleures dispositions pour pouvoir travailler ensemble. La réorganisation de la Banque de Polynésie décidée par la Société Générale en métropole ne convient pas aux 198 salariés qui se sont mis en grève ce matin au Whenua. Toutes les filiales de la Société Générale sont impactées par cette réorganisation, mais la particularité dans le bassin pacifique est que plusieurs emplois sont menacés. Cette réorganisation, elle touche la plaque pacifique, c'est-à-dire la Banque de Polynésie et la Société Générale de Nouvelle-Calédonie. La Banque de Polynésie est impactée dans le sens où il y aura 17 personnes où leurs postes seront supprimés. En Nouvelle-Calédonie, 2 postes. Nous, ce que nous demandions, c'est cette suspension pour éviter qu'on se retrouve avec un déséquilibre au niveau des compétences. Et on demande simplement à suspendre cette réorganisation pour permettre aux Calédoniens de se reconstruire après ce qui s'est passé l'année dernière ou en mai 2024. Il y a 4 ans, ça avait du sens, cette réorganisation. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Si les salariés pensent avoir été mis de côté par leur direction générale, ils ont pu compter sur le soutien d'une partie de leurs clients et de la population polynésienne. Et on a pu voir avec grande joie le soutien de la population, puisqu'effectivement ils ont vu que ce qu'on mettait en évidence au travers de notre revendication principale, ça les impacte aussi. Donc effectivement, on parle de l'emploi local aussi. Hein. C'est un sujet où il faudrait peut-être qu'on voie également avec peut-être le ministre du Travail, le président du pays, voir qu'est-ce qu'ils en pensent de ces points-là, parce que là, nous, on est démunis. Malgré notre insistance, nous n'avons pas été en mesure de joindre la direction pour commenter le mouvement de grève, mais elle a donné rendez-vous aux salariés pour reprendre les négociations demain matin à 10h. Je vous le disais en titre, la création d'un Sciences Po Pacifique est en bonne voie. Une initiative conjointe des universités de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie qui s'inscrit dans le cadre Indo-Pacifique devenu un épicentre stratégique. Une aubaine pour les étudiants polynésiens. Les porteurs du projet espèrent offrir cette nouvelle voie d'excellence dès la rentrée 2026. Les détails, c'est avec Athéna Milcam et Esther Cuneo. Pas d'annonce officielle à ce stade, mais un accord de principe avec Sciences Po Paris. Le Pacifique pourrait bientôt être le siège d'un nouvel institut d'études politiques labellisé. Reste toute une série de démarches administratives et financières à boucler. On sera un des donc désormais 8 instituts d'études politiques de province,
avec le label Sciences Politiques de l'IEP Paris. Et il faudra évidemment arriver à un modèle qui soit durable et viable, sachant que ce qui est prévu, c'est de faire une première année en Polynésie française, une deuxième année en Nouvelle-Calédonie. La troisième année, comme dans tous les instituts d'études politiques, se fait à l'international, donc avec des partenaires internationaux. Et nos étudiants, à ce moment-là, bénéficieront pour un master éventuel, hein, s'ils souhaitent poursuivre en master, ils pourront bénéficier des masters qui sont offerts en France métropolitaine par l'ensemble des instituts d'études politiques. Dans le sillage de la prépa pour les concours de Sciences Po, ou la délocalisation de l'examen réalisé de nuit en Polynésie, ce projet marque une nouvelle avancée majeure pour les étudiants polynésiens. Une véritable ouverture sur nos voisins du Pacifique. Si tu es intéressé par un parcours sciences politiques, c'est vrai que souvent tu es obligé de partir en France et que les concours, c'est compliqué. Et même s'il y a quelques opportunités ici, c'est que 2 ans et demi. Ça permet vraiment d'ouvrir d'opportunités, de permettre à plus de personnes de découvrir le milieu. Ça suscite mon intérêt parce que il y a plus de concurrence déjà pour intégrer les Sciences Po à l'international, au niveau national. Et en plus, les conditions de passage d'examen au vice-rectorat, avec le décalage horaire, c'est assez compliqué quand même. Et grand respect aux personnes qui ont réussi à passer le concours, mais les conditions, elles ne sont pas là. Développer les filières proposées dans nos frontières, mais surtout permettre de former les futurs cadres polynésiens et calédoniens. 2 territoires qui disposent de compétences élevées dans le pouvoir législatif, celui de fabriquer ses propres lois. Mais cette démarche s'inscrit aussi pleinement dans la dynamique de l'espace Indo-Pacifique. Aujourd'hui, le centre du monde, c'est quand même l'Asie-Pacifique, donc nous faisons partie de cet Indo-Pacifique, et donc il était nécessaire évidemment de s'inscrire complètement à travers cette grande école dans l'Indo-Pacifique. Il est évident qu'il y aura une partie des cours qui portera sur l'Indo-Pacifique, sur les différents axes Asie-Pacifique, sur les nouvelles routes de la soie, c'est évident. La première promotion devrait compter une 40aine d'élèves, 15 pour la Polynésie française, 15 pour la Nouvelle-Calédonie et une dizaine issus du concours national. Les frais de scolarité devraient s'aligner sur ceux de la métropole avec une possibilité de bourse. Reste à savoir si des recrutements seront opérés localement pour le corps enseignant. 36 000, c'est le nombre de personnes de plus de 60 ans en Polynésie, soit 15% de la population. Des assises de la vieillesse leur ont été consacrées durant 2 jours. Experts, services du pays et acteurs sociaux se sont réunis pour établir une feuille de route et aboutir à des actions concrètes d'ici 2028. Le premier jour a été consacré aux travaux réalisés par la sociologue Lauriane Dos Santos, que nous accueillons sans plus attendre sur ce plateau. Docteur, bonsoir. Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc sociologue à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique. Vous avez mené une enquête pour le compte du pays sur les enjeux sociaux et sanitaires du vieillissement. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez réalisé cette enquête? Comment est-ce que vous avez choisi de la mener? Mais merci beaucoup. Donc, c'est une enquête qui s'intitule Vieillir en Polynésie française et on s'est dit le meilleur moyen pour comprendre ce que c'était que de vieillir en Polynésie française, c'était certainement d'aller parler directement aux personnes concernées. Les personnes concernées, ce sont donc les personnes âgées de 60 ans et plus. Donc, on a des centaines et des centaines d'heures d'enregistrement, d'entretien qu'on a fait avec ces personnes-là. Des personnes de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Pour la petite anecdote, la personne la plus âgée qu'on a interviewée avait plus de 100 ans. On a également des témoignages de proches aidants, de travailleurs sociaux, de médecins, bref, donc c'est assez varié. Une enquête que vous avez menée durant 4 années. Vous vous êtes beaucoup penché sur l'organisation des soins, des matariapo, des soins qui s'organisent essentiellement en famille chez nous au Fénois. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui en 2025? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Oui, ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'on est quand même dans un modèle d'organisation très familialiste, donc très tourné autour de l'accompagnement par la famille et surtout à domicile. On voit qu'il y a encore cette solidarité familiale qui effectivement existe.
Par contre, ce qui ressort aussi, c'est l'indisponibilité des plus jeunes générations pour accompagner au quotidien. Donc on a beaucoup de témoignages de personnes qui sont un peu tiraillées entre le fait de vouloir être proche de leurs parents ou grands-parents, voilà, leurs parents âgés, et en même temps de vouloir avoir un emploi à côté ou de construire leur propre petite famille. Donc il y a ces tensions un peu qui se font sur la génération pivot, donc les personnes qui ont 40, 50 ans aujourd'hui, et sur les plus jeunes générations. Les plus jeunes générations que vous avez eu également l'occasion d'interroger. Vous vous êtes également intéressé à la situation des aidants familiaux en Polynésie. Quels sont les constats qui en sont ressortis ? Alors, ce qui ressort sur les aidants familiaux, c'est que d'abord, il y a un certain type de profil. C'est pas tout le monde qui est désigné ou choisi pour aider un parent âgé au sein des familles. Ce sont souvent des femmes, souvent aussi des rere, donc il y a le facteur genre, on va dire. Il y a également, ce sont souvent les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi salarié ou qui ont les plus faibles revenus. Donc au sein de la famille, on se dit c'est plus logique que ce soit cette personne-là qui reste à la maison avec le parent âgé en perte d'autonomie. Donc premier résultat, il y a des profils spécifiques. Deuxième résultat important, c'est que certains aidants sont encore bien entourés de leur famille, donc ils peuvent quand même compter sur les frères et sœurs, sur d'autres membres de leur famille pour alléger ce poids de la prise en charge qui parfois peut être lourd au quotidien. Par contre, on a aussi un autre profil d'aidant qui est beaucoup plus seul face à cet accompagnement, et c'est ce type d'aidant qui doit faire l'objet, je pense, d'un meilleur intérêt, accompagnement. Oui, tout à fait. Alors, ce sont les résultats de votre enquête qui ont donc permis de faire un état des lieux du vieillissement en Polynésie lors de ces 2 jours d'assises. On imagine bien sûr que ce type d'événement est crucial pour les années à venir en Polynésie. Oui, effectivement, c'est une thématique d'actualité, mais plus on va avancer dans le temps et plus ce sera une thématique d'actualité. En fait, ce qui est revenu également des collègues de l'ISPF lors de leur conférence inaugurale au colloque qui s'est tenu à l'UPF lundi dernier, c'est que la Polynésie française fait face à un vieillissement démographique particulièrement rapide, beaucoup plus rapide que celui qui a été vécu au cours du siècle dernier en Europe, et beaucoup plus rapide que ce que l'on observe aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, le vieillissement de la population, c'est un grand défi d'avenir qui remet en question d'ailleurs les dépenses de santé, l'organisation de la protection sociale, et qui touche un peu à tous les domaines de l'action publique. L'urgence, concrètement, aujourd'hui, elle est où ? L'urgence, elle est, à mon avis, dans l'organisation d'un débat autour de comment organiser les solidarités à l'échelle du territoire. Est-ce qu'on continue à compter uniquement sur la solidarité familiale informelle, ou est-ce qu'on essaye d'aider cette solidarité familiale ? Est-ce qu'on met en place des prestations telles que celles qui existent dans d'autres pays, par exemple ? Donc la question, c'est comment organiser l'action publique face à ce défi important. Les questions ont été soulevées. Merci beaucoup, docteur Lauriane Dos Santos, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et sachez également que 10 préconisations ont été faites lors de ces assises, préconisations qui font suite à une mission d'information réalisée l'an passé par l'Assemblée de Polynésie. La gastronomie et les arts de la table au menu du 2e concours des jeunes talents Escoffier organisé à l'école hôtelière. Un challenge pour les 2 équipes sélectionnées qui visent une place à la finale Asie-Pacifique à Singapour, avant peut-être une finale nationale à Paris. Thomas Chabrol et Jeanne Finaulois nous mettent l'eau à la bouche. Les tocs sur la tête et la pression sur les épaules. En cuisine, ces 2 candidats ont 5 heures pour préparer les assiettes. Au menu, un plat de volaille farci et une chartreuse de légumes, le tout agrémenté de produits locaux, crevettes ou roux. Ces apprentis relèvent le défi du concours des jeunes talents Escoffier. Sur ce concours-là, c'est vraiment le temps. En 4h30, il fallait sortir 8 assiettes avec la volaille comme vous avez vu là. Mais ouais, non, le plus dur, c'était le temps. Le regard des membres du jury ajoute un peu plus de stress près des fourneaux, mais ces professionnels du métier sont bienveillants et rappellent quelques consignes au fil des heures. Ils notent en même temps la précision des gestes pour cuire, farcir, découper. Mais ils n'évaluent ni le goût ni la cuisson. Un autre jury s'en charge. On est là pour noter toute la partie technique, c'est-à-dire le déroulement du travail, l'hygiène, la propreté, s'il y a beaucoup de pertes ou pas, l'organisation du travail aussi. Voilà.
Ces menus entre terre et mer sont mis en valeur sur les tables en salle par les binômes des cuisiniers. La qualité du dressage, le placement des assiettes, des couverts, tout est minutieux. Ces deux candidates présentent également en français et en anglais le menu et argumentent sur le choix des produits travaillés. Et une petite touche de décoration locale est un atout. On remarque que dans les concours, ce qui touche un petit peu, c'est quand les candidats mettent une part d'eux-mêmes, une part de leur pays, de leur attachement. Et ça, je pense que la Polynésie, elle est vraiment bien placée pour ça à chaque fois. Les deux équipes en lice participent pour la première fois au concours. Un challenge à la fois personnel et professionnel, car une place est à prendre pour la finale Asie-Pacifique en octobre à Singapour. C'est une nouvelle aventure que je voulais partager avec d'autres professionnels et une passion qu'on a tous en commun. Le concours des jeunes talents Escoffier est une porte d'entrée vers les concours internationaux des métiers de la restauration. Il permet aux élèves et aux professionnels de moins de 25 ans de se confronter à l'exigence du métier. Sur 10 équipes au départ des sélections, seules 2 ont été retenues pour leur persévérance et leur rigueur dans le travail. Et félicitations au duo Poerava Temakeu et Anora Herman qui a remporté ce concours. On vous emmène à présent à la chasse aux tupas. Ces crabes de terre prolifèrent au marais Taputapuatea Reiatea, menaçant d'endommager le site sacré. Alors pour contrer leur invasion, des associations et le pays se mobilisent, comme l'a constaté Roni Moufat. La nuit vient de tomber, les membres de l'association Poutarapé s'équipent comme il se doit pour traquer et capturer un maximum de tupas, ces crabes de terre qui menacent l'équilibre du site. C'est important d'être bien équipé? Les crabes se défendent, hein. Ils essayent de pincer, donc moi je préfère mettre des gants, en tout cas. Ça t'est arrivé déjà de te faire pincer? Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est l'utilité des gants. Rapidement, les seaux se remplissent. Autour des plateformes, entre les racines des arbres, les tupas prolifèrent. Ils représentent un véritable fléau pour le marais. Le risque premier, bien sûr, c'est d'endommager le site. Hein. Ils fragilisent les structures en premier temps. Ils creusent des galeries entre les rochers. Les pierres peuvent tomber, tellement il y a des trous de partout créés par les tupas. Les plantes non plus ne sont pas épargnées. Grâce à leurs pattes acérées, les tupas se déplacent en équilibre, tels des funambules, et grignotent tout ce qui est à leur portée. Palmes de cocotier, feuilles de hautie, les cordylines, pieds de tamanou, rien ne leur résiste. Tant qu'il y aura des crabes, on a vu que les plantes n'arrivent pas à grandir puisqu'ils se font manger tous les soirs par les tupas. Et aussi, ils mangent toutes les plantes qu'on essaye de replanter. Menée en partenariat avec la Direction de la Culture et du Patrimoine, chaque session de collecte est méticuleusement organisée afin d'optimiser son efficacité. Oui, on doit forcément respecter des consignes. Et d'abord, il ne faut pas monter sur les structures. Rester aux abords des édifices, ne pas marcher sur les plantes. La récolte dépasse les 60 kilos, un chiffre en nette diminution par rapport à la première opération, un signe encourageant. Pourtant, l'association Poutarapé et ses partenaires ne comptent pas s'arrêter là. D'autres actions de ce type sont déjà prévues car une seule saison de ponte peut réduire à néant tous ces efforts. Et on termine ce journal par cette information. Sachez que dès demain, la semaine du cinéma débute dans tous les cinémas de Tahiti. Un tarif unique de 800 francs par séance vous sera proposé jusqu'au mardi 1er avril. Merci de votre fidélité. Juste après, Ramzi Malouki vous emmène à Santa Monica pour les 40 ans des Spirit Awards dans Ciné Nui. Ce sera suivi de Koh-Lanta. Enfin, ne manquez pas 2 épisodes de la série Les Chemins de l'étrange. Très belle soirée sur Tahiti Nui Télévision, bien sûr. On se retrouve demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.